Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire Carré V6. L'objectif de ce webinaire est de vous partager les nouveaux modules 3D qui permettent de prendre en compte les caractères tridimensionnels des structures des ouvrages de soutènement. Alors, le webinaire sera assuré par Nathan Simon, ingénieur d'études à Terrasol et auteur du moteur de calcul 3D, objet du webinaire d'aujourd'hui. Fat Quira, qui est parmi nous, directeur général de Terrasol, et moi-même, Marc Huerta, responsable du pôle logiciel chez Terrasol. Nous serons épaulés sur le chat et l'onglet questions-réponses par Lisa Buteldia, chargée de développement commercial. Alors, je vous invite tous à poser toutes vos questions par écrit dans l'onglet questions-réponses et non pas, s'il vous plaît, non pas dans l'onglet conversation. Comme ça, on s'assure qu'elles sont bien prises en compte. Alors, étant donné que vous êtes nombreux avec nous aujourd'hui, nous avons prévu 2 sessions de questions-réponses. La première à l'issue de la première application et ensuite une deuxième à la fin. Alors, il est fort possible que nous ne puissions pas répondre à toutes vos questions en direct. Les questions qui seront pas traitées pendant la session feront l'objet d'une réponse en direct après le webinaire. Alors, en tant que sommaire, donc le sommaire débutera avec une introduction sur Caria, qui permettra à tous ceux qui n'ont pas encore manipulé de bien saisir les champs d'application et les fonctionnalités clés offertes par les logiciels et qui font, à notre avis, la différence par rapport à d'autres solutions du marché. Nous poursuivrons ensuite par une présentation des aspects théoriques mis en œuvre dans ces nouveaux modules 3D pour ensuite traiter 2 cas d'application. Un premier cas simple d'une boîte rectangulaire avec un système de butonnage avec des boutons transversaux et en angle. Puis un cas complexe tiré de la gare Fort-Dissy-Vanves-Clamart qui avait fait l'objet de la thèse de Khadija Najjar en 2019. Enfin, avant de clôturer le webinaire, nous vous partagerons quelques principales évolutions de ces modules 3D à venir, ainsi que des informations pratiques afin que vous puissiez accéder et manipuler ces nouveaux modules 3D directement et de manière autonome de votre côté. C'est donc parti pour l'introduction, la partie introductive. Donc, à titre de présentation générale, donc juste évoquer l'effet que Terrasol avant de développer le logiciel, donc c'est avant tout une boîte d'ingénierie géotechnique. Et donc, cette activité d'ingénierie couvre environ le 80% du chiffre d'affaires de la société. Donc là-dedans, on va y retrouver des affaires et des missions géotechniques en lien avec des infrastructures que vous connaissez bien, donc que ce soit des bâtiments d'ouvrages d'art, des infrastructures de transport, des installations industrielles ou des ouvrages maritimes ou fluviaux. En accompagnement de cette mission d'ingénierie, nous avons toute une activité logicielle qui gravite autour des produits que vous avez à l'écran, qui se déclinent sur plusieurs logiciels en fonction de la thématique et qui est accompagnée d'une offre de formation qui prend l'ampleur chaque année après année et qui aujourd'hui implique 20 formateurs qui sont impliqués, une cinquantaine de sessions, 80 jours par an, des sessions en formation, toutes sessions confondues et avec un public qui gravite entre 400 et 500 ingénieurs formés par an. Les informations sont disponibles sur notre site web si vous êtes intéressé par les catalogues. Alors, au niveau du catalogue de logiciels, que vous voyez un petit peu en quoi consiste. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Carré AV6 et en particulier de son module 3D. C'est un logiciel qui couvre tout ce qui est relatif aux ouvrages de soutènement. Nous avons Foxta avec sa dernière version V5 complétée à partir de la V4, voilà, qui concerne tout ce qui est dimensionnement et analyse des fondations au sens large, que ce soit du superficiel, profonde, semi-profonde, même occlusion rigide, fondation mixte, etc. Les produits phares de Terrasol, Talran, pour tout ce qui est stabilité des ouvrages géotechniques, stabilité de pente avec ou sans renforcement. Sketch pour tout ce qui est vérification structurale à l'issue d'un calcul des fondations ou des soutènements. Donc, on peut se prononcer sur l'équilibre interne des pieux ou des parois mollées aujourd'hui. L'acier, justement, c'est l'objet qui va faire l'évolution cette année. Slake pour tout ce qui est aléa des liquéfaction avec la méthode NCOR, avec un calcul d'évaluation, d'estimation du tassement post-séisme. Straticat pour tout ce qui est dessin et représentation en AutoCAD, des profils longitudinaux en 2D et en 3 dimensions. Et ensuite Orbo, notre plateforme collaborative pour tout ce qui est gestion de projets géotechniques, à partir des reconnaissances et avec des modules de calcul.
Alors, donc si vous me permettez un petit peu de niveau, enfin, des ouvrages d'application pour Caria, pour que les gens qui n'ont jamais manipulé puissent se projeter. Alors avec Caria, on va pouvoir analyser et dimensionner tout type d'ouvrages de soutènement. Donc vous avez quelques exemples ici. Vous avez des parois moulées planes avec du butonnage, que ce soit d'angles, des bracons, des butons transversaux, etc. On peut également faire des géométries circulaires, comme vous avez en bas. Pareil pour les écrans continus ou discontinus en pieux, que ce soit des pieux sécants, des pieux parisiens, des pieux espacés, jointifs, tangents, etc. Tout ce qui est structure en acier, typiquement les pales planches, avec la pression comme de la corrosion, etc., ou les combi walls. Et ensuite des parois discontinues, comme par exemple les parois berlinoises. Voilà, à titre d'exemple. Alors, quelques informations pratiques par rapport à ce qui est proposé des bases sur Caria. Alors, Caria est proposé sur forme d'interface pratique. Il faut dire qu'il y a des contrôles des données qui sont intégrés à l'interface et qui permettent de s'assurer que de la pertinence ou plutôt de la cohérence des paramètres d'entrée que l'utilisateur rentre chaque fois. À fur et à mesure que les actions sont définies, elles sont visualisées sur l'espace dessin, ce qui permet de vérifier à l'œil que ce que nous avons défini correspond bien à ce qu'on voulait définir. Alors, le logiciel, il a une longue histoire, une longue trajectoire. Donc, les dernières évolutions qui sont apparues il y a quelques mois, ouais, l'année dernière, concernent l'intégration du mode script, comme vous voyez à l'écran. Donc, c'est un moyen simple de définir le projet, sachant qu'on n'est pas obligé d'écrire tous les textes de zéro. Caria est muni d'un générateur de code, ce qui permet d'ouvrir un ancien projet ou un projet qui a été monté en mode interface, générer automatiquement le script pour ensuite venir changer ou créer des phases via des copier-coller simples afin de compléter le phasage et réexécuter les scripts pour régénérer le projet qu'on souhaite calculer. Bien évidemment, ce mode script est accompagné d'une notice explicative qui est accessible depuis l'interface, ainsi que d'un contrôle des données. C'est-à-dire que dès que Caria ne saura pas interpréter le script, bah, il va nous dire à quelle ligne il faut agir et quelle est la syntaxe, le type de syntaxe qu'il attend. Donc on a rendu un mode script, j'ai envie de dire, un peu intelligent. Alors ce mode script a été accompagné d'une arborescence de phasage qui nous permet de calculer une phase de calcul à partir d'une autre phase de calcul, n. Donc cela permet d'examiner plusieurs schémas de phasage, voire plusieurs types de solutions par rapport au phasage, ce qui peut rendre les choses très intéressantes. J'ai une fouille à monter, à calculer. Je peux examiner dans le même projet un phasage avec 2 lits d'appui ou avec 3 lits, par exemple, ce qui rend les choses beaucoup plus pratiques. Et bien évidemment, ça va de soi, Caria permet de switcher, donc de passer d'un mode d'utilisation d'interface à un mode d'utilisation script et de revenir autant de fois que je le souhaite. Ok. Donc on a vraiment voulu jouer la carte de la simplicité, voilà, pour que ce soit vraiment utile. Quelques fonctionnalités clés qui font, à notre avis, la différence par rapport à d'autres logiciels. Donc déjà, l'implémentation des vérifications à l'ELU, à l'issue d'un calcul qu'on a pu mener à l'ELS et à l'ELU. En fait, Caria vient compléter les vérifications à l'ELU pour vérifier les défauts de butée, pour s'assurer que la butée qu'on a mobilisée garde un bon niveau de sécurité par rapport à la butée mobilisable, avec les bons niveaux de sécurité. On déroule également l'équilibre des efforts verticaux, donc on fait la somme algébrique de tous les efforts pour s'assurer que la résultante est bien vers le bas et donc qu'on a pris des hypothèses d'inclinaison poussée-butée cohérentes avec les phasages qu'on est en train de monter. Et enfin, la vérification des stabilités du massif d'ancrage. Donc on vérifie que le massif d'ancrage dans lequel on vient créer nos tirants, actifs ou passifs, eh bien, est suffisamment capable de reprendre les efforts qui sont envoyés depuis l'ouvrage de soutènement. Le mode script, donc on vient d'en parler, donc ce qui permet de soit définir un projet de zéro, soit de venir modifier un projet existant, et c'est là que ça rend très intéressant, plutôt que de passer par les fenêtres et les actions. Voir copier-coller des phases, c'est pas plus compliqué que faire un CTRL-C, CTRL-V. L'arborescence des phasages, qui permet de traiter des phasages qui peut être complexes, okay, ou des cas de charge différents. L'intégration du traitement automatique du séisme avec la prise en compte des incréments des poussées butées par rapport aux poussées statiques. Donc, on raisonne toujours avec le delta.
Euh, on traite également les effets des seconds d'ordre, si on le demande. Aujourd'hui, on va justement voir qu'on est capable d'aussi bien traiter un soutènement en 2D qu'en 3D, avec des systèmes de liaison d'ancrage qui peuvent être complexes. Et vous allez voir les avantages. Et enfin, les passerelles qui existent avec Sketch pour vérifier, faire l'analyse de l'équilibre interne, l'équilibre structurel des écrans de soutènement, que ce soit des pieux ou des parois moulées aujourd'hui. Comme je vous le disais, très prochainement pour tout ce qui est profilé métallique, des types planche ou des HEB, IPE, etc. Et également la passerelle avec Talrand pour évaluer les diagrammes des poussées et butées mobilisables. Ce qui les rend les choses très intéressantes parce que ça nous ouvre la porte à examiner des situations où on a envie de caler la poussée et la butée par rapport à des configurations complexes et non pas uniquement basées sur les formulations de la littérature. Donc, comme vous le voyez à l'écran, vous avez le moyen de traiter des stratigraphies qui peuvent avoir du bondage variable, du chargement multiple, des lentilles. On pourrait imaginer de l'écoulement, du séisme, etc., etc., etc. Donc voilà, pour nous, c'est ce qui fait la différence par rapport à d'autres solutions et qui rend voilà, intéressant d'utiliser Carrera. Je vais passer la parole à Nathan pour enchaîner sur les aspects théoriques qui sont derrière de ce nouveau module 3D et tous les détails et tous les cas d'application qu'on peut imaginer. Hop. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Marc? Ouais, super. Merci et beaucoup. juste plein écran et hop, oui. Voilà, nickel. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui tout ce qui est aspect théorique. Et ensuite, on fera un petit cas d'application donc, en utilisant directement en live Carea. Et après, on vous montrera des cas un peu plus complexes qui ont été traités hors caméra voilà, pour justifier un peu tout ce qui est possible de faire avec le logiciel. Donc c'est parti, on commence doucement. Donc déjà, qu'est-ce qu'un problème 3D? Donc un problème 3D, il peut l'être parce que la structure de soutènement est tridimensionnelle. Elle peut aussi l'être parce qu'on a la présence d'appuis uniaxiaux, donc qui peuvent travailler, donc pas uniquement dans une seule direction, mais qui peuvent diffuser les charges latéralement, donc typiquement des dalles qui présentent ou non des trémies. On peut aussi avoir donc une configuration 3D lorsqu'on a des charges de dimension finie qu'on n'a pas forcément envie de diffuser dans un modèle en déformation plane. Donc typiquement, lorsque les charges sont restreintes, comme lorsqu'on a une grue ou des stockages sur chantier. Et enfin, donc le dernier composant qui fait qu'on peut avoir besoin de faire de la 3D, c'est pour voir la redistribution des efforts dans le sol par effet de voûte. Donc en 2D, vous connaissez bien ce phénomène de manière verticale, mais donc en 3D, on a également des redistributions latérales. Ce qui se passe, c'est que comme en 2D, enfin en déformation plane, excusez-moi, on ne veut pas forcément pouvoir compter sur ces efforts de voûte parce qu'ils peuvent être relativement favorables. Donc, dans le cas des déformations planes, la méthode des coefficients de réaction permet donc de traiter les trois premiers points, donc les aspects structuraux, et on néglige pour l'instant, du moins, la redistribution des efforts dans le sol. Les ressorts élastoplastiques sont indépendants. Donc, si on essaie d'expliquer un peu ce que fait le carré à 3D, donc quand vous avez votre problème réel ici, donc au lieu de mailler votre sol comme vous feriez dans un modèle élément fini classique, dans un modèle carré à 3D, vous représentez l'interaction entre le sol et la structure par des ressorts élastoplastiques qu'on va pouvoir présenter dans le détail juste après. Et donc avant de passer au modèle MISCA 3D, on va commencer par présenter la formulation mathématique donc des éléments finis qui ont été utilisés. Parce que, voilà, on est resté sur une formulation élément fini, mais on peut l'appeler formulation élément fini légère, vu qu'on ne maille pas le sol. On maille uniquement les éléments structuraux, donc avec des plaques et puis des ressorts pour représenter l'interaction sol-structure. Donc en termes de formulation, on a choisi la minimisation de l'énergie potentielle, et c'est une démarche plutôt classique qui nous permet après de générer à partir d'une loi de comportement et d'une cinématique n'importe quel élément fini. Donc d'un côté, vous avez la fonctionnelle énergie thermoélastique, et de l'autre côté, vous avez le travail virtuel des efforts donnés.
Donc, comme il s'agit d'un processus de minimisation de l'énergie potentielle, tout ce qui est termes constants sur lesquels on ne va pas minimiser, on peut tout à fait les retirer de la formulation. Et donc, notamment, nous, ce qui est important de retenir, c'est que dans Carea, on a certes, donc maintenant dans la V6, la possibilité d'imposer des variations de température, mais ces variations de température sont imposées par l'extérieur. Elles ne résultent pas d'un calcul simultané de diffusion ou que sais-je. Donc, une fois qu'on a simplifié la fonctionnelle énergie potentielle, on se donne une cinématique virtuelle, donc C'Prime, et donc on ne peut pas explorer tous les champs tous les champs cinématiquement admissibles puisqu'il y en a une infinité non dénombrable, mais donc on discrétise le système et donc on définit sur chaque élément des inconnus nodales, donc on représente par ici le vecteur Q, et ensuite des fonctions de forme n qui permettent d'interpoler le déplacement en tout point de l'élément. Et donc si ensuite on injecte ces formulations dans l'équation de l'énergie potentielle précédente, on voit qu'elle peut se mettre sous cette forme, avec donc les différents objets que vous connaissez bien, la matrice de Raeder-K, le vecteur de chargement thermique FTH, le vecteur des efforts, des contraintes initiales, pardon, F0, et puis après les forces imposées, donc qu'elles soient de volume ou de contact. Donc dans Carea, on a une particularité, c'est qu'on n'a aucune condition en déplacement imposée. C'est toujours en fait des raideurs, parce que physiquement, c'est ce qui se passe. En base de l'écran, on a des ressorts, parce qu'en fait, le sol, il n'est pas infiniment rigide. Donc ça fait que notre ensemble des champs cinématiquement admissibles, il se résout il se réduit à l'ensemble des champs de déplacement continu, et c'est un par morceau. Et donc il nous suffit de minimiser sans aucune autre contrainte, et donc d'écrire la nullité du gradient de l'énergie potentielle en tout point. Et donc quand on passe sur la formulation vectorielle, vous voyez qu'on retombe sur l'équation classique, donc KU égale à la somme des forces. Et donc voilà, comme je le disais en partie introductive, cette démarche qui est complètement générale nous permet, à partir donc de n'importe quel modèle d'éléments, d'obtenir les vecteurs et matrices pertinentes pour pouvoir ensuite l'intégrer dans Carea. Donc que ce soit des plaques, des poutres, des ressorts répartis. Et donc notamment, c'est indépendant de la loi de comportement, on peut tout à fait considérer des comportements de plaques isotropes ou orthotropes. Donc ensuite, si on rentre un peu dans le vif du sujet, nos écrans et nos dalles sont représentés par des éléments de plaques. Donc on a choisi un modèle de plaque mince. Et donc pour cela, on a choisi de garder des éléments rectangulaires de Kirchhoff qui sont utilisés dans d'autres de nos logiciels, qu'on a bien éprouvés depuis le temps. Voilà, donc c'est des éléments de plaque mince, c'est-à-dire que la rotation de la section est égale à la rotation de la fibre neutre. Et donc, nos éléments sont des éléments à 20 degrés de liberté, avec un découplage entre le comportement axial et le comportement transversal, qui est celui qui, par exemple, est déjà modélisé dans TASPLAC, avec lequel vous êtes probablement familier. Donc, une fois qu'on s'est donné cette cinématique ici, on se donne une loi de comportement, comme je vous le disais, qu'on pourra injecter dans les équations de la slide précédente. Et ensuite, on doit donc on doit réduire l'espace de recherche des champs cinématiquement admissibles. Donc pour ça, on interpole avec une fonction, donc des fonctions de forme qui dépendent de ces 4 monômes pour le comportement axial. Et ensuite, pour la déformée transversale, on a donc ces 12, donc cette famille de 12 monômes qui permet de construire les fonctions de forme. Donc à partir donc, de cette donnée polynomiale, en fait, il suffit d'inverser un système dans lequel on a écrit les inconnus nodales en fonction d'un polynôme à 12 termes, et d'inverser le système linéaire. Donc on a 12 équations, 12 inconnus, tout se passe bien. Donc ensuite, pour représenter l'interaction structure, là on ne change pas grand-chose par rapport à ce qu'on fait déjà dans la version en déformation plane de Carea. Donc on a une loi de réaction non linéaire. Donc vous avez votre branche linéaire ici, donc, avec votre coefficient de réaction KH. Le ressort est précontraint par sa pression au repos K0 sigma prime V, voilà, que vous imposez lorsque vous créez votre modèle. Et après, on limite les réactions de ces ressorts à la butée limite que vous voyez ici et à la poussée limite ici. Donc ils peuvent être établis soit, comme le disait Marc, à partir d'exports
de calcul Talleyrand, soit de manière plus classique à l'aide des tables de poussée-butée de Kerizel et Apsi. Donc à nouveau, on peut écrire une loi de comportement. Donc cette fois-ci, elle ne dépend pas de la déformée, mais directement du déplacement. Donc on rajoute simplement un terme dans la fonctionnelle énergie thermoélastique. Et lorsqu'on discrétise, ça nous permet donc d'obtenir les matrices de Raeder à nouveau. Et donc la fonction de forme, puisqu'on a un ressort qui est réparti sur l'ensemble du rectangle, et ben, c'est la même que celle pour le comportement transversal des plaques de Kirchhoff. On a une compatibilité entre la définition des degrés de liberté dans les deux modèles, puisqu'il y a la même fonction de forme derrière. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, pour chaque élément, donc on réintègre analytiquement nos matrices de Raeder et nos vecteurs de chargement, et on les assemble ensuite. Donc d'une part, lorsque dans le repère global, donc il faut tourner nos matrices de Raeder et nos vecteurs de chargement, et d'autre part, il faut aussi relier les degrés de liberté locaux de chaque plaque, de chaque poutre, à un degré de liberté global qui pourra donc être assemblé les uns avec les autres. Donc il ne vous aura pas échappé qu'à cause donc, du fait qu'on impose donc des limites de poussée-butée dans les ressorts d'interaction sur structure, on a de la non-linéarité. Mais donc, c'est de la non-linéarité qui est plutôt simple à gérer, puisque ce sont uniquement des éléments uniaxiaux. Il n'y a pas forcément besoin de recourir au formalisme des multiplicateurs plastiques, comme vous pouvez l'avoir dans des lois de comportement plus complexes, Moore-Coulomb pour des sols. Mais donc voilà, on a de la non-linéarité. Pour ça, on ne peut pas résoudre en une seule phase. On est obligé de recourir à une procédure itérative de recherche de l'équilibre. Donc tout simplement, on cherche en fait à annuler l'écart entre les efforts imposés à l'extérieur du système et les efforts développés par les éléments en se déformant. Et donc voilà, c'est à peu près résumé par ce schéma-là. En fait, c'est une méthode tangente dans laquelle on essaye d'équilibrer les efforts externes par les efforts internes. Et donc au moment où on a calculé des efforts les déplacements, on connaît le nouvel état du système et donc on peut en déduire une nouvelle raideur et continuer de progresser vers la solution. Donc les capacités du nouveau modèle 3D, une fois on va vous expliquer un peu tout ce qu'on a ajouté comme élément et on pourra revenir à la toute fin de la présentation sur ce qu'on compte ajouter par la suite. Donc déjà, ce qui est vraiment important, et je pense qu'on le soulignera jamais assez, c'est que Carea permet de prendre en compte le phasage. Contrairement à d'autres logiciels structures sur lesquels vous venez imposer des pressions issues d'un modèle 2D, là vraiment on intègre le fait que le buton, le premier lead buton, il est là dès le début, mais le deuxième lead buton, il n'arrive qu'à partir d'un certain moment. Donc, comme vous le voyez sur un modèle 2D, ça a un vrai impact sur la déformée et sur les efforts à l'intérieur des appuis. Ensuite, ce qu'on a choisi d'implémenter, c'est de permettre une anisotropie de comportement pour les plaques. Voilà, c'est principalement pensé pour les pales planches, parce que pour les pales planches, vous avez une inertie forte, qui est l'inertie verticale, mais horizontalement, à cause des serrures, et aussi parce que tout simplement votre élément n'est pas pensé pour ça, vous devez avoir une inertie beaucoup plus faible. Donc ça, voilà, on l'a implémenté dans Carea, et la question se pose aussi pour les parois moulées, on aura l'occasion d'y revenir. Ce qui nous a paru donc important, comme je l'évoquais en introduction, c'est de pouvoir considérer des surcharges localisées sur le terrain. Pour ça, on utilise les formules de diffusion de Boussinesq, qui sont certes établies donc, pour un massif élastique homogène infini, mais qui donnent quand même de bons résultats sur les quelques tests et comparaisons qu'on a pu faire avec Plaxis. Notamment donc, en prenant en compte un coefficient multiplicateur comme vous avez en déformation plane, le coefficient miroir qui permet de prendre en compte le fait que la paroi est présente et donc augmente virtuellement la charge ressentie. Les effets de température, donc comme on a pu le voir dans la formulation précédente, en fait, on le traite comme une déformation imposée.
C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une poutre console qui est libre de se déformer, on va avoir une dilatance, mais pas d'effort plus. Par contre, si vous avez une poutre bi-encastrée, eh bien, elle n'aura pas la possibilité de se déformer et donc elle va générer un effort pour équilibrer une déformation nulle. Enfin, donc ça, c'est un des points peut-être les plus importants, c'est la modélisation explicite des dalles éradiées. Donc, vous n'avez plus besoin d'attendre que votre BE structure vous transmette des rigidités équivalentes pour chaque coupe. En fait, vous pouvez directement mettre vos dalles et donc les transferts de charge par cisaillement se feront directement dans le calcul carrière 3D. Mais aussi, voilà, on prend en compte explicitement les trémies. Ça veut tout simplement dire qu'à certains endroits, on ne met pas d'éléments. Et donc, voilà, le système s'équilibre tout seul. Et voilà, et puis évidemment aussi les radiers. Donc, on a intégré des ressorts pour prendre en compte potentiellement l'interaction avec le sol sous-jacent. Et puis aussi, ce qui est important de souligner, c'est que pour les radiers, si vous avez une surpression interstitielle en dessous de la base du radier, elle va s'appliquer sur le radier, donc va provoquer un soulèvement. Vous pouvez regarder donc, en quoi ça impacte. Et donc enfin, les types de connexions entre écran et entre dalle et écran. Donc vous pouvez choisir soit de mettre des charnières à ces niveaux, au niveau des coins ou au niveau des connexions, donc dalle écran, radier écran, soit un encastrement, tout ce qui est plus classique. Donc on gère ça en dédoublant les degrés de liberté, on les dédouble donc non plus localement, mais en fait semi-localement, on les dédouble au niveau de la dalle. Voilà. Et non pas au niveau de chaque élément comme on avait pu le faire au tout début. Tout ça pour dire que donc, il y a beaucoup d'aspects théoriques, j'ai pu en présenter assez peu. Et donc voilà, en ligne, on a une notice technique que je vous invite à retrouver ici. On a choisi de ne pas la mettre tout de suite dans le logiciel, comme ça on peut la mettre à jour assez régulièrement, notamment en fonction des questions qui nous arrivent pour voir s'il y a des points qui sont mal traités ou insuffisamment explicites. Et d'autre part, on a validé le moteur scientifiquement, donc c'est assez robuste. Voilà. On a fait pas mal de tests, notamment donc, avec des configurations purement structurales, mais aussi avec des configurations pseudo 2D, donc juste une seule plaque, qui permettent de valider la continuité avec le moteur de calcul en déformation plane que vous connaissez bien. Ok. Je vous propose maintenant de passer à un exemple donc de mise en œuvre qu'on va faire ensemble. On va traiter un exemple assez simple, donc une excavation à 3 phases dans un sol à 3 couches. Voilà, et on va pouvoir faire un peu le tour de l'interface et balayer un peu toutes les possibilités. Ok. Donc, comme donnée, ce qu'on se propose, donc, c'est de regarder une fouille avec une excavation de 10 mètres. Donc vous voyez que la fiche est assez faible, mais parce que les marnes ont des caractéristiques de cisaillement qui sont plutôt élevées. Et donc voilà, on prévoit 2 niveaux d'appui, donc un à moins 3 mètres et un autre à moins 7 mètres. Et vous voyez déjà ici qu'on prévoit de mettre des liernes, ce qui est peut-être un peu nouveau par rapport à ce que vous faites en 2D aujourd'hui. Donc en termes de dimensions, donc voilà, maintenant on doit se donner des dimensions. On a une largeur de 15 mètres et une profondeur de 25 mètres. Et donc on choisit de mettre des butons comme ceci. Donc on a 6 butons par lit. Voilà, pas grand-chose de plus à dire. Donc on va tester ensuite deux types de soutènement. Donc d'un côté, une paroi moulée de 50 cm d'épaisseur, et d'un autre côté, un rideau de pâte blanche AZ40 700N. On aura l'occasion de le voir, mais tous les assistants de la 2D sont évidemment reconduits et vous permettent de saisir ça assez rapidement. Donc les butons sont assez classiques, à peu près 70 cm², et les liernes sont volontairement prises un peu épaisses pour qu'on puisse bien voir leur effet. Donc voilà, une fiche à moins 11,5. Les paramètres de sol et un phasage assez simple. On terrasse à moins 3,5, on pose nos appuis à moins 3, puis tout en terrassant à moins 7,5. Et enfin, on pose nos appuis à moins 7 et on finit de terrasser à moins 10. Donc ce qu'on recommande quand même, c'est de toujours commencer par un modèle en déformation plane, parce que ça reste quand même le plus simple pour prédimensionner vos ouvrages, mais c'est ensuite, dans un second temps, qu'on peut se poser la question des effets 3D,
Mais voilà, cette étape, pour nous, elle est quand même assez importante, de commencer par un modèle en déformation plane. On fait les choses dans l'ordre. Et donc, si on regarde, donc vous voyez qu'effectivement, l'écran commence à partir, mais ça va encore. On a un rapport de butée que je n'ai pas affiché ici, mais qui est de l'ordre de 2,1 dans un modèle en déformation plane. Et vous voyez que les moments semblent tout à fait cohérents avec une paroi moulée de 50 cm. Je vous propose maintenant de passer dans le logiciel. Oups, si on y arrive, voilà. Donc, l'interface, elle a cette tête-ci. Donc, comme d'habitude, vous créez votre nouveau projet. Et donc là, vous voyez qu'en plus du simple écran et du double écran, vous avez maintenant un module écran 3D. Donc, qui va vous permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités que je viens de vous décrire. Un point important quand même déjà d'emblée, c'est de dire qu'on n'a pas encore implémenté les vérifications ELU, mais on est en train de travailler dessus, ça devrait arriver assez prochainement. Donc voilà, sur le même modèle que le 2D. Mais voilà, vous pouvez déjà évaluer les effets 3D sur vos projets ELS pour caler notamment, je ne sais pas, peut-être des coupes de calcul sur des modèles au coefficient de réaction en déformation. Ensuite, donc, ce que vous voyez ici, c'est la prise en compte ou non d'effets thermiques. Donc, ça nous permet de ne pas surcharger l'interface si en fait, dans votre projet, vous n'avez pas envie de vous encombrer avec ces effets. Vous voyez aussi qu'on n'a pas encore la partie effet de second ordre qui pourra venir éventuellement si c'est pertinent. Alors, donc comme d'habitude, vous créez votre projet. Et donc on arrive, changement par rapport au cas des déformations planes, on arrive d'abord sur l'écran de définition de la structure, dans laquelle vous allez commencer par choisir la forme de votre fouille. Donc soit une forme rectangulaire, dans laquelle vous avez simplement deux paramètres à rentrer, la largeur selon x et la largeur selon y, soit une fouille quelconque, dans laquelle vous donnez la liste de vos nœuds, ordonnés évidemment, puis vous pouvez choisir si votre fouille est ouverte ou fermée. Voilà, donc comme disait Marc, il y a pas mal de contrôles qui sont implémentés, notamment si dans géométrie fermée, vous répétez le premier nœud en dernier, il va vous le dire, et donc voilà, il ne vous laissera pas faire des erreurs. Et c'est assez important pour nous que l'interface contrôle un certain nombre de choses. Donc ici, en niveau de tête, on était à 0. En largeur, on avait dit 15. En longueur, on avait dit 25. Le Z base était à moins 11,5. Oups. Et donc là, vous voyez qu'en termes de paramètres, on est sensiblement, on est assez similaire au 2D. Donc ici, vous reconnaissez votre rigidité en flexion EI, votre votre poids surfacique W. Et donc on a deux nouveaux paramètres qui apparaissent. Donc vous avez votre produit de rigidité axiale EA et un coefficient de Poisson qui permet de lier les déformations verticales et horizontales. Donc, comme je vous disais, on a effectivement les assistants du 2D qui sont là. Et donc, on peut tout simplement dire qu'on est sur une paroi en béton à court terme avec une épaisseur de 50 cm et il vous complète toute la ligne. Donc, comme je vous disais ici, on peut régler les liaisons entre écrans, donc soit un encastrement parfait, soit une charnière. Et ici, vous avez votre pas de maillage. Voilà, on va laisser la valeur par défaut, mais vous pouvez tout à fait le régler si d'une manière ou d'une autre, votre fouille est... si on a une fouille de 100 mètres, on va plutôt viser un pas horizontal un peu plus élevé. Donc, ce qu'on préconise, c'est pour la dimension horizontale, on peut faire la longueur sur 20, et pour le pas vertical, on peut préconiser plutôt la hauteur sur 40, pour avoir un peu plus de raffinement, parce que c'est ces efforts-là qui nous intéressent. Donc, je complète, et donc j'arrive maintenant à l'écran de définition des couches de sol, qui celui-là doit vous paraître assez similaire, même si on a des nouveaux paramètres qui ont commencé à faire leur apparition. Donc, je vais compléter le premier sol, et je vais commenter
Donc les nouveaux paramètres. Donc on avait un sol qui était avec un toit à 0 mètre. On avait, si je reviens sur le tableau, sur mon autre écran, 18,8. On avait ici 30 degrés 0. On incline la poussée et la butée. Et en termes de module pressiométrique, on était à 5000, un alpha de 0,5. Et là, comme vous avez défini votre structure avant les sols, eh bien, ça vous propose directement votre section. Plus besoin donc, de faire un premier calcul et d'y revenir ensuite. Donc, en termes de nouveaux paramètres, vous voyez ici la raideur de pointe. Donc, c'est tout simplement parce que votre écran, maintenant, il repose sur des ressorts en base. Donc, vous avez une raideur linéique qu'on peut laisser par défaut à 10 puissance 6. Mais voilà, si vous avez envie de l'évaluer à partir des paramètres pressiométriques, vous pouvez. On prévoit de rajouter un assistant à terme. Donc ensuite, dans les paramètres avancés, vous avez, pour chaque couche, vous avez la raideur que vous voulez mettre sous vos radiers. Donc, c'est pas une valeur que la raideur des ressorts qu'il y a sous les radiers, c'est pas une valeur que vous imposez au moment de la définition de l'action radier. C'est plutôt une valeur que vous avez au niveau, enfin, pour chaque couche. Vous pouvez laisser par 0 si vous savez que vous n'aurez pas de radier ou que votre radier, vous allez l'isoler avec une espèce de vide sanitaire voilà, qui empêchera le contact avec le sol. C'est le plus sécuritaire. Mais si vous voulez prendre en compte une partie, qui a une partie du poids du radier qui part directement dans le sol, vous pouvez le faire ici. Les ressorts de radier, il faut savoir aussi qu'ils gèrent le décollement, comme les ressorts d'interaction sol-structure qu'il y a derrière les écrans. Vous pouvez aussi limiter donc, la réaction des ressorts de radier. C'est ce que vous voyez là. Vous avez la petite infobulle qui vous explique pour chaque paramètre ce à quoi il correspond. Voilà, votre limite en pied de l'écran, votre action en pied de l'écran, vous pouvez aussi la limiter. C'est celle qui correspond à cette raideur en pointe KQ. Et enfin, on laisse la possibilité ou non de faire décoller les ressorts en pied de l'écran. Par défaut, on dit qu'ils ne décollent pas. Comme ça, si quelqu'un veut faire un calcul avec un poids d'écran nul, il n'y a pas de sujet. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous voulez essayer de voir s'il y a des phénomènes de basculement, à décocher cette case. On va revenir sur les paramètres par défaut, parce que nous, on n'avait pas besoin de changer ça. Et donc, je vais saisir les paramètres liés aux autres couches de sol. N'hésitez pas à vous poser vos questions donc dans la section questions-réponses du stream. Comme vous voyez, on a nos assistants qui permettent de saisir relativement rapidement nos différents paramètres de sol, donc les sables et puis maintenant les marnes. Voilà. Moins 10, 1, 10, hop, 30 ou 20. Et voilà, le KH avec un module pressiométrique de 20 000, un coefficient rhéologique de 0,67. Et voilà. Donc là, on est paré, on peut valider et quitter, et on arrive sur l'écran principal. Donc si vous êtes utilisateur de Carea, vous devez remarquer qu'il y a quelques petites différences par rapport au cas d'habitude. Donc déjà, vous avez une liste déroulante ici, qui vous permet d'une part de voir la vue de dessus de votre fouille. Donc 2D, c'est la vue en coupe, celle dont vous avez l'habitude, et 3D, elle vous permet de voir votre fouille. Et donc, ce que vous voyez en marron et en jaune là, ce sont les niveaux du terrain à l'intérieur et à l'extérieur de la fouille. Voilà. Donc, je vous propose de créer une première phase. Et donc, la première phase, on disait, c'était une excavation à moins 3,5. Et donc, si on fait ça, vous voyez que le niveau du terrain à l'intérieur a bien changé. Et c'est ce qu'on voit aussi ici. Vous voyez aussi qu'ici, vous pouvez excaver uniquement devant un seul écran, si vous le désirez. Donc, typiquement, si vous faites une
une fosse devant un écran et pas devant les autres, et bien voilà, et vous pouvez contrôler ce qui se passe à la fois sur la vue 3D ici et sur la vue en 2D, puisque devant l'écran 1, vous avez bien excavé, et devant les autres écrans, vous n'avez pas excavé. Ouais, il y a plusieurs vues dans lesquelles vous pouvez naviguer pour vérifier vos données et ce que vous avez. Nous, on va revenir sur tous. Une différence aussi par rapport au logiciel en déformation plane, enfin au module en déformation plane, pardon, c'est que maintenant l'intérieur est toujours à gauche et l'extérieur est toujours à droite par convention. Ça permet de simplifier pas mal de choses et de s'assurer que voilà, tout le monde travaille de la même façon et pour la validation, c'était aussi plus agréable. Donc ensuite, en phase 2, on excave à -7,5 et après, on définit des butons. Donc un buton, maintenant, c'est quoi? C'est défini par une cote et par ensuite 2 points sur l'écran. Donc le plus agréable pour les butons, c'est de se placer sur la vue du dessus. Et donc si on se met ici, on sait que le buton est à -3. Ensuite, donc je vais faire ce buton-ci qui part de 10, qui est en Y égale à 10, et donc qui part de X égale à 0 et qui arrive en Y égale à 15. Tac, X égale à 0. Il est en Y égale à 10, 0, pardon, 15, 10. Et ensuite, on rentre ici la rigidité axiale, qui est à peu près de 1,5 puissance 6 kN. Et donc, vous voyez qu'il se trace explicitement ici et qu'il apparaît dans la vue 3D. Et là, vous voyez qu'il apparaît en jaune dans la vue 3D. Quand on a un deuxième buton, vous pourrez voir que en fait, c'est parce que il était sélectionné. Vous voyez là, maintenant, je ne sélectionne plus ce buton-là, donc il apparaît en bleu. Ça vous permet de voir dans la vue 3D ce que vous êtes en train de regarder, de définir. Donc si on continue avec ce buton-là, hop, donc on va partir de 0, 15, 15, 15, 1.5, 6, voilà. Et là, vous dites que ça va probablement être fastidieux de tous les rentrer. Donc d'une part, on pourrait avoir le mode script qui permettrait de simplifier les choses, mais en fait, on a cette petite action buton multiple. Et donc associé à un fichier Excel que je peux montrer ici, dans lequel j'ai préparé mes butons, hop, je peux copier tout simplement et CTRL-V ici, et vous voyez qu'ils apparaissent tous instantanément sur la vue du dessus. Voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses d'autres à dire. Peut-être aussi dire que, comme sur tous les tableaux, dans Carea, vous pouvez faire un clic droit et exporter vers Excel pour avoir votre template. Voilà. Hop. Donc ensuite, on passe à la dernière phase. Ah, j'ai oublié. Il y a une lierne. Ça, c'est une nouveauté du 3D et qui est liée au fait qu'on travaille avec des plaques. Donc là, pour la part moulée, si vous oubliez la lierne, ce n'est pas très grave. Mais si vous avez des pales planches et que vous utilisez, vous définissez des butons sans mettre de lierne, en fait, vous allez poinçonner votre plaque sans répartir l'effort latéralement. Ok, elle est quand même assez importante. Et donc, on va la définir, 210. Tac. On avait dit une section de 444 cm² et une inertie. Voilà. Et un poids qu'on va prendre nul pour ne pas s'embêter. Et si on passe maintenant à la dernière phase, on finit d'excaver à -10 et on va installer la lierne à -7. C'est la même lierne que juste au-dessus, donc il n'y a pas de secret. Toutes les valeurs que vous voyez là, c'est des valeurs qui sont tabulées dans les catalogues. On pourra tout à fait rajouter un assistant à terme, c'est prévu. Pas de masse. Et donc pour les butons, cette fois-ci, on va mettre directement des butons multiples pour aller plus vite, vu qu'ils sont préparés. Hop. Et voilà. Et donc là, votre projet, si on le regarde en 3D, il s'actualise et vous avez tout ce que vous voulez. Je veux voir ma lierne, elle se met en jaune. Voilà. Et donc maintenant que vous avez fait tout ça, il vous suffit d'appuyer sur le bouton calculer.
Voilà, c'est comme la version 2D, il n'y a pas besoin de mailler en amont, pas comme dans un Plaxis par exemple, vraiment vous calculez et ça marche. Si on regarde maintenant donc la fenêtre résultat, vous arrivez sur la déformée, ça vous permet de contrôler aux différentes phases un peu ce qui se passe en tout point de votre modèle. Vous pouvez regarder à la fois la déformée ou la déformée incrémentale, donc le déplacement qui a eu lieu uniquement dans la phase. Voilà. Ensuite, si vous voulez vous balader sur pour faire des tranches, vous avez accès à vos déplacements sur toute la hauteur. Et après, vous avez accès surtout aux différentes lières et aux différents efforts que vous pouvez avoir dans les lières. Pour les conventions des efforts, vous avez ici une petite image d'aide qui vous permet de voir quel est le signe des efforts. Donc voilà, pour chaque phase, vous pouvez avoir accès aux efforts. Et donc, vous avez votre petite infobulle qui, en chaque point, vous dit où est-ce que vous en êtes. Et évidemment, comme dans toutes les fenêtres de Carea, ici, un min et un max des efforts dans la phase courante. Et donc, voilà, vous sélectionnez votre lierne. Votre lierne, votre lierne, votre lierne. Il y a un truc un peu bizarre ici. On aura l'occasion d'y revenir. Donc ensuite, en termes de coupe de calcul, vous retrouvez ici les 4 types de résultats que vous avez dans Carea. Donc les déplacements, les moments, donc c'est les moments verticaux qui compriment et mettent en traction les fibres verticales, et les efforts tranchants. Et ensuite, votre diagramme, donc des pressions d'eau et de terre, donc, si vous voulez vérifier à quel point vous êtes éloigné des limites de poussée-butée que vous avez imposées. En termes donc de rapport des butées, il varie par coupe. Voilà, on a fait le choix de ne pas le faire par écran, mais par coupe, parce que c'est ce qu'il y a de plus sécuritaire si jamais vous avez des panneaux ou des points un peu plus critiques que d'autres. Il faut noter aussi que les efforts, contrairement au cas bidimensionnel, sont évalués par dérivation. Parce qu'en fait, les plaques, les équations d'équilibre des plaques, elles sont fondamentalement hyperstatiques. Si vous voulez, vous avez 5 champs inconnus, mais seulement 3 équations d'équilibre. Donc, on ne peut pas les intégrer comme on le fait pour des poutres. Et donc, c'est pour ça que vous avez ici des sauts d'efforts tranchants qui sont beaucoup moins nets que dans la version 2D. Donc, pour ça, il suffit de raffiner. Le calcul n'est pas beaucoup plus long. Je pourrais vous montrer ensuite, donc dans la présentation, j'ai préparé les résultats avec un pas qui est réduit, qui est divisé par 2, et déjà c'est beaucoup plus clair. Vous avez ensuite l'écran qui présente les résultats d'ancrage. Et donc, comme pour la représentation sur l'écran principal, c'est dynamique. Si vous sélectionnez un buton dans le tableau, il se met en jaune et donc vous permet d'identifier qui était le buton 4 et voilà, quels sont ses efforts. Ensuite, on a des enveloppes pour les déplacements, les moments et les efforts tranchants par écran, ce qui permettent d'avoir les valeurs extrêmes assez rapidement pour votre dimensionnement. Et enfin, les écrans d'isovaleur, donc qui vous permettent de voir pour chaque écran la répartition des différentes grandeurs. Donc typiquement, le moment vertical, c'est celui qui peut nous intéresser le plus, mais aussi l'effort normal horizontal, si vous voulez vérifier que vous êtes bien en compression horizontale, par exemple. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que j'avais envie de vous montrer sur cet exemple. N'hésitez pas à poser vos questions dans la section dédiée. Vous avez ici aussi, bon, on ne va pas forcément revenir dessus, mais comme dans dans les autres modules de Carea, on a moyen donc, de générer des impressions, des sorties graphiques pour récapituler les résultats principaux de votre calcul. Voilà. On va pouvoir repasser sur la présentation. On va pouvoir repasser sur le train. Oui, vas-y. On prévoit une première session de questions-réponses à l'oral?
Peut-être juste après là les 3 Juste après? slides que j'ai, si Très ça bien. t'embête pas? Ouais, Bien sûr. comme ça je Vas-y, finis vas-y. de Ouais. présenter, voilà, donc Vas-y, vas-y. là, j'avais fait une petite comparaison entre le modèle 2D, le modèle 3D en parent moulé, le modèle 3D en pâle planche. Donc vous voyez que le modèle 3D en pâle planche est assez proche du 2D et le déplacement est un peu plus élevé, mais ça en fait, c'est lié à l'effet 3D. Parce qu'en fait, on récupère des écrans sur l'écran, pardon, des efforts sur l'écran qui est comme ça, et on les ramène sur l'écran de plus grande longueur. Sur un modèle qui est beaucoup plus long et où on se rapproche plus des déformations, des conditions de déformation plane, on a exactement la même courbe. Et donc voilà, vous pouvez voir les moments et les tranchants. Et donc là, c'est un modèle pour lequel j'avais plus raffiné le pas vertical. Donc j'ai mis 20 centimètres au lieu de 50 centimètres pour un temps de calcul qui n'était pas beaucoup plus long vu les dimensions du modèle. Et vous voyez qu'on se rapproche assez rapidement des efforts qu'on a dans le 2D. Un point important aussi dont je vous parlais, c'était l'importance des liards. Donc surtout pour le modèle avec des faits qui étaient faits avec des pales planches. C'est vrai que du coup, je ne l'ai pas montré. Si on veut juste passer avec les pales planches, c'est assez simple. On prend l'assistant AZ40N, 700N, pardon, on transfère. Vous voyez que c'est à peu près le même EIV que pour la paroi moulée, donc on ne va pas changer le modèle de sol, on va dire que les cages sont à peu près similaires. Et là, si je calcule, hop, vous allez voir qu'on a une déformation qui est beaucoup plus... vous allez voir, je ne sais pas ce qui se passe. Ok, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Une déformée qui est complètement différente de celle que vous pouvez aller avoir avec la paroi moulée, notamment parce qu'en fait, vous avez complètement réduit la rigidité en flexion horizontale. Hop, donc voilà, donc c'est exactement ce que je montre là. Et donc si vous ne mettez pas votre lierne, vous voyez que vous avez des déplacements ici qui atteignent plus de 8 cm, qui sont beaucoup plus élevés que les 7 mm qu'on avait classiquement. Et donc enfin, voilà, bon ça, c'était juste une petite comparaison sur les butons. Je pense qu'il n'y a pas besoin de passer du temps. Donc maintenant, on passe sur des applications, voilà, donc sur des projets un peu plus complexes que la petite fouille qu'on a vue ensemble. Et donc, elle s'appuie notamment sur donc des références bibliographiques. Donc la première, c'est la gare Fort-d'Issy-Vanves-Clamart du Grand Paris Express, qui a fait l'objet de la thèse de Khadija Nejar, soutenue en 2019. Et donc, dans cette thèse, elle présente, elle donne toutes les informations pour qu'en fait, nous, on puisse faire un modèle carré à 3D derrière. Donc vous voyez que c'est une gare qui a été faite suivant une structure un peu particulière. Donc vous avez à la fois des dalles dans la zone centrale, donc il y a la zone ici, qui sont réalisées en top-down, et après sur les côtés, vous avez des soutènements provisoires donc, qui sont liés avec des fuseaux de butons. Donc, dans la thèse qui avait été faite, c'est que cette zone-là avait été un peu approximée. Enfin, elle avait simplifié le système de soutènement en mettant uniquement des butons de coin. C'est ce qu'on a repris, nous aussi, dans le modèle Carrea. Et on avait fait un modèle un peu plus complet qui montrait que ça donnait les mêmes résultats dans cette coupe. Donc, ce qui est remarquable avec cette gare, vous voyez ici la vue du modèle Plaxis qu'avait fait Khadija à l'époque, c'est que vous avez ici une coupe de calcul, donc qui est la coupe D, avec donc deux inclinomètres, l'inclinomètre 14 au nord et l'inclinomètre 28 au sud. Et vous avez ici cette espèce d'excroissance là qui permettait de faire passer une conduite et qui confère localement de la rigidité structurale à la gare, parce qu'en fait, vous avez vos dalles juste derrière qui viennent rigidifier le tout. Et donc, on voit qu'au niveau du sud, les inclinomètres donnent des déplacements beaucoup moins importants qu'au niveau du grand écran au nord. Et c'est quelque chose que Khadija montrait qu'elle ne pouvait pas obtenir à partir d'un modèle purement 2D, donc que ce soit un Miska, donc un Carrea, ou un Plaxis 2D. Par contre, elle montrait qu'avec un Plaxis 3D, elle arrivait à montrer qu'au sud, il y avait bien une réduction des déplacements qui était liée à cette excroissance. Et donc nous, on s'est dit, on va faire un modèle Carrea 3D. Oui, donc voilà, je vais passer un peu vite vu qu'on voilà, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'était un phasage un peu complexe avec donc notamment différentes phases d'excavation, de pose des butons précontraints, des dalles,
des actions hydrauliques, etc. Donc quand nous, on fait notre modèle Carea 3D, déjà ça va assez vite. Et donc, on a notre stratigraphie, donc comme vous voyez avec Carea, différentes couches, votre action hydraulique. Et donc, vous voyez qu'on a réussi à faire les différents niveaux de buton et les dalles. Pour avoir cette dalle-là qui ne recouvre pas toute la fouille, on a utilisé l'outil trémie. Et notamment, on a des trémies qui peuvent dépasser le bord de la fouille, et ce n'est pas du tout grave, quoi. Notamment ici, pour générer ça, on ne s'est pas amusé à faire 40 trémies différentes pour épouser les contours de la fouille. On a fait une grande trémie qui permettait de découper tout. Voilà, c'est une petite astuce si vous rencontrez ce genre de problématique. Et donc finalement, si on mène le calcul, vous voyez qu'on a ici donc, les déplacements sur la coupe D, où on voit bien que de ce côté-ci, on a moins de déplacements qu'au côté nord. Donc voilà, ça c'est la zone dans laquelle les soutènements avaient été simplifiés. Puis comme vous voyez, ça s'estompe assez rapidement. Donc au modèle, pardon. Si on regarde maintenant exactement au niveau de cette coupe, on voit qu'on a à nouveau, donc avec Carea 3D, on a une flèche qui est réduite au niveau du sud, alors qu'au nord, on a effectivement la même flèche que dans le Carea 2D. Donc voilà, ça fait partie des résultats qui ont été présentés dans un article qui a été écrit à l'occasion des JNGG 2026, et dans laquelle aussi, dans cet article, on présente aussi pas mal de comparaisons avec Plaxis 3D. Je vous encourage à le feuilleter et à revenir vers nous si vous avez des questions. Voilà, donc on a une réduction d'amplitude qui est similaire que celle présentée dans la thèse. Ensuite, un autre exemple issu de la bibliographie. Donc c'est un article de Hu et al. Publié en 96. Donc c'est un des premiers qui traite de ce qu'il appelle lui le corner effect, donc l'influence du coin sur la réduction des déplacements. Donc la démarche, vu qu'il ne donne pas toutes les caractéristiques qui servent, notamment qui ne donne pas de caractéristiques pressiométriques, qui ne donne pas tout dans l'article, on a commencé par caler un Carea 2D sur les inclinomètres qui sont présents sur les murs de plus grande longueur. Vous voyez ici, donc les inclinomètres 1, 2 et 3. Et après, on est passé en 3D, donc avec exactement les mêmes paramètres de la stratigraphie. Donc voilà, stratigraphie, ils avaient fait le choix d'utiliser des contraintes totales et ils étaient donc sur une succession d'argiles limoneuses et de sable limoneux. Voilà, et donc avec un terrassement à nouveau un peu complexe, donc 7 phases, et donc c'est une fouille qui était réalisée en top-down, donc avec uniquement des dalles. Donc si on regarde donc le calage, on voit qu'on arrive à peu près à retrouver, donc avec les paramètres que je vous présente ici, les déformés qui étaient mesurés par les différents inclinomètres. L'inclinomètre I2, ils le disent eux-mêmes, il est un peu particulier. Bon, on n'a pas plus d'explications que ça dans l'article, donc on a décidé de l'écarter, mais les inclinomètres I1 et I3 sont relativement cohérents entre eux. Et donc ensuite, on a monté le modèle Carea 3D à partir de ces calages. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est une fouille qui fait à peu près 100 mètres par 40 mètres. On a un pas horizontal de 1 mètre, un pas vertical de 0,5 mètres. On avait à peu près 40 000 éléments de plaque, ce qui est quand même pas mal. Donc pour un modèle à 7 phases, on avait une centaine de secondes pour le temps de calcul. Par rapport à un Plaxis, surtout vu du temps de préparation du modèle, pour un modèle comme ça où il y a juste des dalles, il n'y a même pas besoin de préparer des butons dans un Excel, c'est quand même assez compétitif, je pense. Et donc si on regarde les déformés, on voit que sur les écrans de grande longueur, on retrouve effectivement la flèche de 50 mm en section courante qui était prévue en dernière phase par les modèles au coefficient de réaction 2D, et donc aussi par les inclinomètres, vu qu'on les avait calés là-dessus. Et par contre, sur les écrans de plus faible longueur, on a effectivement une réduction de la flèche. Et donc, si je vous montre un peu ce qu'on a directement depuis Carea, au niveau de l'inclinomètre I4, on a un déplacement qui vaut à peu près 35 mm, qui est quand même plus élevé que ce qui est calculé en pratique, mais on reste quand même bien à faire aux 50 mm qui sont évalués en section courante. Et si on se place au niveau de l'inclinomètre I5, donc qui est encore sur un écran plus petit,
à nouveau, on a une réduction qui n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qui a été mesuré. Après, vu le calage qu'on a fait, c'est normal qu'on rate quelque chose, mais on est quand même meilleur qu'un Carrea 2D. Ce que vous voyez aussi ici, c'est qu'il y a deux types de modèles. J'avais fait un modèle complet, un modèle boîte, où il y a juste la boîte rectangulaire. Si vous n'avez pas envie de vous embêter à modéliser toute la fouille, vous faites juste cette boîte-là, en fait, vous voyez que l'erreur n'est pas particulièrement différente. Voilà. Ça permet peut-être de simplifier encore plus le modèle. Et enfin, un dernier exemple donc, qui est inspiré de la tour Majunga, mais qui l'est pas exactement, parce que notamment, on n'a pas encore, vous voyez, ces bracons qu'on a ici. Donc c'est une fouille qui est plutôt amusante. Vous voyez qu'il n'y a pas de liane, parce que c'est voilà, une paroi qui est assez épaisse. Par contre, vous avez des tigres dont on voit la tête ici, je pense. Vous avez ces deux grands butons en section principale, et après, au niveau des différents angles, vous avez soit des butons d'angle, soit après des bracons qui s'appuient directement sur le fond de fouille. Donc voilà, nous, on a tout repris, sauf qu'on a rajouté des tirants à la place des bracons, grosso modo. Et donc, quand on regarde le modèle, ça fait un modèle à 6 phases d'excavation et qui a cette tête-là. Vous voyez qu'on peut faire des géométries qui s'éloignent vraiment du cas rectangulaire. Donc voilà, on considérerait la stratigraphie que vous voyez à droite. Et donc, ça nous permet assez rapidement d'obtenir les déplacements, la déformée, et surtout les efforts dans les butons. Parce que là, pour homogénéiser ces deux butons qui sont en section courante, c'est pas complètement évident dans un calcul en déformation plane. Voilà. Marc, je te rends la parole. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Nathan. Je pourrais prendre le partage. Donc, juste pour clôturer les webinaires, donc quelques infos pratiques. Déjà, donc, pour clôturer les détails, une liste des principales évolutions qu'on compte implémenter dans ces nouveaux modules 3D. Donc, vous l'avez compris, ces modules 3D permettent de prendre en compte les effets tridimensionnels de la structure, pas encore du sol. Donc nous, ce qu'on a envisagé là-dessus, c'est d'inclure des nouvelles actions d'ancrage de type bracon et tirant. Les passerelles entre 2D et 3D, on aimerait bien passer d'un à l'autre, que ce soit du 2D vers le 3D et du 3D vers le 2D. Intégrer les vérifications à l'ELU, donc notamment pour tout ce qui est crans, pour prendre en compte les effets 3D, sachant que l'approche qui est proposée aujourd'hui en 2D est plus défavorable que la vérification des crans en 3D. On compte activer la passerelle à partir d'un modèle 3D vers Sketch afin de vérifier l'équilibre interne de l'ouvrage, de la structure. On a l'ambition de pouvoir permettre la définition des trémies sur forme polygonale, donc pas forcément alignés sur les axes Y globaux. Donc ça fait déjà suite à des utilisations extérieures de quelques présents dans le webinaire. Alors sachant que le moteur le permet déjà, donc comme j'ai répondu dans quelques questions, étant donné que le moteur le permet, il reste à activer l'option à le permettre côté interface. On a également l'ambition de permettre différencier des profondeurs d'écran ainsi que les caractéristiques de sol variables tout le long de la stratigraphie et donc faire des caractéristiques variables dans les deux sens. Alors les nouveautés, comme vous le voyez, jusqu'à là, ça concerne la 3D, mais on n'a pas oublié du tout le 2D. On compte, et c'est justement le travail qu'on est en train de faire en ce moment, de compléter les 2D avec des vérifications des stabilités, que ce soit du renard solide, du soulèvement du fond fouille et de la boulance. Donc ça fera l'objet d'un assistant de vérification de stabilité qui pourrait être activé à la demande en fonction de la phase de calcul, ainsi qu'un assistant pour estimer l'étassement à l'arrière de l'écran. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a l'ambition de faire, étant donné qu'on l'a déjà déployé en interne. Donc on a envie de l'intégrer à Carrea pour connaître une estimation de déplacement à l'arrière de l'écran à l'issue de chaque phase des calculs. La liste que vous voyez là, elle n'est pas forcément exhaustive. Il y a d'autres idées qui sont sur la table
et qu'on implémentera et qui feront l'objet des futures mises à jour, qui seront déployées à fur et à mesure. Et enfin, avant de clôturer la session, quelques informations pratiques. Alors déjà, vous dire qu'on prétend organiser un autre webinaire autour de Foxta V5, donc la nouvelle version du logiciel dédiée à tout ce qui est fondation. Donc ça, l'invitation vous sera communiquée très prochainement. J'aimerais bien profiter pour vous faire juste un tour du site web, de la page web Carea, pour que vous ayez les éléments à portée de main. Donc là, je suis dans le lien qu'on va vous partager dans le chat très bientôt. Donc là, vous êtes dans le catalogue. Donc ici, dans le logiciel Terrasol, vous allez retrouver Carea. Et là, vous allez retrouver les ressources. Donc là, vous allez avoir une description, d'accord, des points forts, des modules qui sont proposés, des principales fonctionnalités clés. Et surtout, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est l'accès à la licence d'évaluation. Alors, sachez que vous êtes autonome dès maintenant à accéder aux modules qu'on vous a présentés, à les manipuler, à monter votre projet, palper un petit peu le résultat. Donc, pour cela, il suffit de rentrer dans la page de demande de licence d'évaluation qui va vous suggérer va proposer d'installer le logiciel de dernière version. Donc, vous cliquez sur Carea, vous téléchargez et vous installez sur votre poste. Et ensuite, vous remplissez les formulaires de demande de devis, les formulaires de demande des licences d'évaluation. Et dès que vous le remplissez, vous avez tout de suite un email de notre part avec les fichiers de licence pour que vous puissiez commencer à les manipuler. Vous aurez 30 jours pour tester toutes les fonctionnalités de Carea V6. Donc, je vous invite à le faire parce que c'est comme ça que vous allez vous rendre compte de l'utilité et de l'apport que ça peut vous apporter pour vos projets. Et enfin, vous avez accès à tout ce qui est brochure, mais surtout la notice technique de ces modules 3D, donc qui se trouve ici concrètement. Donc vous pouvez l'ouvrir et découvrir plus en détail tout ce qui était intégré, comment ça a été résolu, comment c'est présenté, comment ça fonctionne, toutes les hypothèses de départ. Et pour terminer, je vous laisse les liens vers nos adresses principales de contact, que ce soit pour de commercial, pour de sales.terrasol ou les formations. Je tiens à vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé, étant donné que vous êtes très nombreux. Nous restons à votre disposition, donc n'hésitez pas vraiment à nous solliciter. Pour vos projets, si vous avez des interrogations, des curiosités, vous avez essayé de modéliser quelque chose que vous n'avez pas réussi, vous cherchez quelque chose que vous ne trouvez pas, vous ne comprenez pas un résultat, nous sommes là pour ça avec Nathan, donc n'hésitez pas à nous contacter directement. Voilà, donc on reste vraiment à votre disposition. Et encore une fois, prochain rendez-vous au webinaire Foxta V5. Merci Merci à beaucoup tout le monde. tous.